Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo bilan de mon M2. Le bilan de mon master au complet, je compte le faire plus tard, potentiellement dans beaucoup de mois, pour avoir un peu plus de recul sur ce que ça m'a apporté, etc. Même si j'ai déjà conscience de ce que ça a pu m'apporter, je pense qu'il y aura des nouveautés et des nouvelles choses qui vont arriver dans mon esprit en prenant plus de recul. En tout cas, je vais te parler un tout petit peu de mon second semestre, mais vraisemblablement il n'y a pas eu grand chose de plus par rapport au premier semestre si t'as pas vu la vidéo, petit i comme d'habitude. Et principalement le seul, quand même quelque chose de conséquent, c'est que pendant le deuxième semestre j'ai dû rendre mon mémoire. Si t'as suivi un petit peu tout ça, tout s'est bien passé, mention très bien, tout va bien, mon mémoire s'est bien passé finalement. Et du coup j'ai fini mon année vers début septembre, vu qu'avec le Covid, nos dates de session ont été décalées et qu'on avait la possibilité de passer pendant une deuxième session pour être sûr d'avoir bien tout fini, etc. Donc voilà. Globalement, par rapport au M2 en général, je vais t'en parler plus comme ça parce que, comme je t'ai dit, mon second semestre, il n'y a rien eu de nouveau. J'ai autant galéré qu'au premier semestre et j'ai travaillé beaucoup. Mais voilà, globalement, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Dans mes unités d'enseignement, j'ai eu de bonnes notes, tout va bien aussi là-dessus. Donc je préfère passer directement sur le M2, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, etc. Donc globalement, le M2, c'est dans la continuité de ton M1, donc ça va être la même chose, tu auras des séminaires à suivre. Il y en a moins que en M1. Littéralement, à Paris 1, tu suis plus que 2 séminaires en fait. De ton directeur de mémoire, ou de ta spécialité si ton directeur de mémoire ne fait pas de séminaire, et un séminaire au choix. Donc du coup, ça fait que ton emploi du temps est encore plus allégé et ça te permet de faire plus de recherches. Contrairement au M1, j'ai trouvé quand même que, comme pendant le M1, t'apprends un peu la méthodologie, la technique de la recherche, l'organisation, comment rédiger, etc. Je trouve qu'il y a certaines choses que tu fais plus automatiquement en M2 et que tu arrives plus facilement à faire. Par contre, pour ce qui est de la période de la noyade, donc c'est quand t'as potentiellement ton sujet et tu commences à faire des recherches et tu fais beaucoup de recherches, donc t'en fais tellement que tu commences à te noyer et qu'à un moment il faut s'extirper de toutes ces recherches pour pouvoir construire une problématique et un plan. Ça c'est toujours aussi compliqué. D'une année à une autre, c'est toujours aussi compliqué. Ça, on passe quand même par les mêmes phases. Après, c'est plus rassurant parce que on sait comment ça va se passer, on sait comment tout se déroule, on arrive mieux à savoir si on est en retard, en avance ou ce genre de choses. Au niveau de l'organisation, ouais, c'est plus simple. D'ailleurs, on m'a demandé du coup comment je m'organisais dans ma prise de notes en M1. Donc au niveau des séminaires, si le séminaire m'intéresse, je prends note comme un cours lambda à la fac. Et potentiellement, s'il y a des éléments en lien avec mon mémoire, je les mets en gras et en rouge pour pouvoir les retrouver après. Globalement, voilà. Et puis après, pour ce qui est de mes recherches, ça va dépendre de chaque support. En gros, si je fais juste de la recherche bibliographique, que je suis en train de lire un livre et que j'ai besoin... que ça m'apporte des éléments pour mon mémoire ou que ça me fait développer des réflexions, je note la référence du livre entièrement pour être sûre que après dans ma bibliographie à la fin je mets la bonne édition, la bonne date, que j'ai pas utilisé la réédition de telle année, ou au contraire que j'ai utilisé la dernière réédition, ce genre de choses. C'est tout simplement pour m'y retrouver à la fin, parce que quand tu arrives à la fin que tu dois faire ta bibliographie, il vaut mieux avoir toutes tes ressources en quelque part. Après, je
généralement, je prends l'élément qui m'intéresse sous forme de citation et je note la page parce que pareil, quand tu vas faire référence à, je sais pas moi, ce chercheur, ce livre, cet extrait, machin, dans ton mémoire, bah dans tes notes de bas de page, t'es obligé d'indiquer le numéro de page. Donc je note toujours bien la page. Ce que je faisais aussi, comme on était en période de pandémie et que la fermeture des bibliothèques, ça m'a un peu traumatisée. Dès que j'avais un livre que je trouvais intéressant, je prenais en photo les pages qui me semblaient intéressantes pour être sûre, au cas où si les bibliothèques ferment ou quelque chose comme ça, d'avoir une copie avec moi. Et sinon, ça peut être utile si tu en as marre d'être à la bibliothèque et que tu veux rentrer chez toi pour retravailler ça chez toi avec une tisane en étant beaucoup plus posé sous ton plaid, par exemple. Après, pour ce qui va être par exemple des archives, j'ai dû par exemple pour mon premier mémoire consulter des lettres, ce genre de choses. Et généralement, c'est des lettres manuscrites, donc avec parfois des écritures un petit peu compliquées à lire. Donc ce que je faisais, c'est que tant que j'avais l'objet avec moi, j'essayais de faire une retranscription sur Word, enfin sur n'importe quel logiciel de traitement de texte en vrai. Donc je faisais une retranscription tant que j'avais l'objet à côté de moi, pour pouvoir vraiment le regarder de bien près, etc. De regarder un peu sous toutes les coutures pour essayer de déchiffrer ce qui était marqué. Et je faisais une retranscription de tout ça. Les mots que je n'arrivais pas à identifier, je mettais des crochets, 3 petits points, fermeture de mon crochet, et je mettais le nombre de potentiels mots que j'arrivais pas à déchiffrer pour être sûre qu'après quand je vais refaire une relecture ou ce genre de choses de ce document, pour être sûre que voilà, c'était tous ces mots-là que j'avais pas identifiés. Pour les œuvres qui étaient dans des collections ou qui étaient reproduites dans des boîtes d'archives, je notais bien tout, de type son numéro d'inventaire, où est-ce que je l'ai trouvé, dans quelle institution, et si l'œuvre n'avait pas de titre, j'essayais de donner un titre un peu mémotechnique où je me souviens que ce document c'est par rapport à cet objet. Évidemment, je prenais tout en photo. Chaque œuvre étudiée avait son petit dossier. Par exemple, pour Caruchet, chaque livre qu'il a illustré a son dossier avec du coup les images correspondantes, les recherches que j'ai pu mener sur cet objet en particulier, plus des choses bibliographiques qui peuvent aider à la compréhension de cet objet, de cette œuvre. Je réfléchis encore. Après, pour les journaux, ce que je faisais, c'est que je faisais j'avais un dossier spécial pour les journaux avec Caruchet, et où après j'avais des sous-fichiers par titre de revue ou de journal, et après dedans j'avais des fichiers par année. Enfin bref, c'était une grande organisation. Cette année, du coup, ça a été trié par année, etc. Généralement, je fais aussi des PowerPoint à côté où je rassemble un peu toutes les œuvres que j'ai. Et je les classe généralement par ordre chronologique et souvent en fonction du médium, où je mets tous les livres illustrés ensemble, tous les objets d'art décoratif ensemble, toutes les illustrations de journaux ensemble. Donc voilà, pour revenir à ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait, en gros j'avais feuilleté toutes les pages de la revue et j'avais sélectionné toutes les illustrations qui pouvaient mettre en scène l'automobile ou ce qu'il y a autour d'elle, donc les conducteurs, etc., etc. Et j'avais fait un PowerPoint classé par illustrateur. Et donc c'était classé par illustrateur et dans chaque partie illustrateur classé par ordre chronologique. Bon, bref, c'est très fastidieux, mais ça te fait gagner beaucoup de temps quand tu fais tes recherches et que tu travailles et que tu cherches quelque chose et que t'en as besoin tout de suite. Ça te permet de le trouver directement. Après, quand même, c'est chacun sa méthode, parce que moi, c'est ce qui fonctionnait pour mon cerveau, mais ça peut fonctionner autrement pour d'autres personnes. Aussi, pour ce qui est de la bibliographie, en fait, au fur et à mesure de l'année, moi, ce que je faisais, c'était un dossier Word avec tout ce que j'avais pu consulter, classé par source primaire, source secondaire, enfin bref, des choses que tu as dû déjà voir.
Tu peux aussi utiliser Zotero pour classer tout ça. Moi je t'avoue que je l'utilise moyennement parce qu'il m'est arrivé quand même assez souvent de quand je remplissais le ISBN d'un livre, donc le ISBN c'est un peu la carte d'identité de ton livre, dans le logiciel, et bah ça me mettait un mauvais cartel, ce qu'on disait pour des livres, une mauvaise notice où il y avait des erreurs, etc. Parce qu'il avait été mal rentré à l'origine dans le logiciel. Donc en fait ça me faisait perdre plus de temps qu'autre chose parce que du coup je devais vérifier si tout était bien ok et tout. Donc je préfère le faire de moi-même, et comme j'ai réussi cette année à le faire à peu près au fur et à mesure, ça allait. Ça c'est ce que je te conseille aussi, c'est vraiment de faire au fur et à mesure ta bibliographie et tes annexes. Même si tu sais pas encore dans quel ordre tu vas les placer, genre dans tes PowerPoint quand tu rassembles des œuvres, etc. Mais le cartel bien complet, bien déjà référencé, parce que comme ça après tu auras juste à déplacer tes slides ou à faire des coupés-collés sur d'autres slides pour tout ranger. Mais vraiment c'est un gain de temps fou à la fin, et ça c'est vrai que en M1 j'avais pas pris conscience de l'importance et de la longueur des annexes, parce que vraiment ça prend énormément de temps, et en plus de ça c'est extrêmement fastidieux. Donc voilà. C'est la Alice du montage, et entre temps, pendant que je filmais la vidéo, il y a eu d'autres petites questions, donc je vais les caler ici. On m'avait demandé comment j'avais pu gérer mon stress de M2, donc globalement je l'ai géré comme j'ai pu, hein, mais c'était compliqué, mais ça se gère après habituellement en temps tout à fait normal. Je suis pas une personne qui normalement va beaucoup stresser pour ce genre de choses, mais c'est vrai que cette année ça a été autre chose, donc je l'ai pas moyennement géré, donc j'ai pas vraiment de conseils pour gérer ce stress, surtout que j'ai tendance à du coup me dire que j'en fais pas assez au niveau travail, et du coup à travailler beaucoup plus, ce qui n'est pas forcément une solution puisque ça a tendance à plus t'épuiser, voilà. Enfin bon bref, j'ai pas vraiment de conseils là-dessus. Et après on m'avait demandé aussi comment j'arrivais à avoir un équilibre entre vie culturelle et vie de fac. Sauf que le problème, c'est que sur les 2 années, bah, il y a eu des confinements. Et du coup, bah, j'avais pas géré ma vie sociale et culturelle, puisque bah, pendant longtemps, on n'en a pas eu. Mais après, sinon, en fait, généralement, je faisais je m'organisais sur tout le mois, où je voyais un petit peu où je devais m'avancer, etc. Et tous les mois, j'essayais de fixer un rendez-vous avec mon directeur de mémoire, donc je savais que j'avais une espèce de deadline un peu où je devais avancer sur certains points qu'on avait abordés en rendez-vous. Donc ça m'aidait à avancer comme ça et à m'organiser. Et du coup, ça me permettait de voir où est-ce que je pouvais caler des visites d'expo, aller voir des potes, machin et tout. Donc voilà, c'est mes petits conseils. Après, globalement, sur le master en général, ce que ça a pu m'apporter quand même, c'est que j'ai découvert que je pouvais vraiment faire de la vraie recherche, et que j'aimais faire de la recherche aussi, et trouver des sujets un peu inédits, travailler sur des sujets que personne ne connaît, ça c'est devenu ma passion, et de travailler sur des sujets que moi-même je ne connais pas, ça c'est devenu mon délire, enfin bon bref. Donc j'ai trouvé quand même que c'était 2 années extrêmement enrichissantes et intéressantes, parce que t'en apprends quand même beaucoup sur toi aussi, parce que t'es extrêmement en autonomie pendant cette année-là, même si de temps en temps, en fonction de ton directeur de mémoire, vous faites des check-up ensemble, t'es quand même très très solo, et faut quand même rester très motivé pendant toute ton année pour pas se laisser déborder, pour pas se laisser aussi aller, dans le sens où tu te dis ouais, généralement pour faire mon mémoire ça va, je peux y aller doucement. Non. Genre dès le début faut quand même travailler. C'est une année où en fait tu travailles un petit peu tous les jours sur ta recherche. Ça peut devenir obsessionnel parfois, genre sur Karuché c'est devenu assez obsessionnel de trouver des choses sur lui. Sur Omnia un petit peu moins, parce que c'était pas un mémoire monographique, donc j'avais pas de figure à laquelle m'attacher entre guillemets. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même 2 années qui peuvent être éprouvantes, surtout quand tu fais de mémoire en pandémie. Voilà.
Et après, autre chose, c'est que quand tu es en M2, tu compares souvent ton mémoire et ton avancée par rapport à ton M1, ce qui peut être soit une source de stress, soit une source de zénitude, je ne sais pas, ça dépend. En tout cas, moi, c'était une source de stress parce que l'année dernière, dans beaucoup d'étapes, j'étais plus avancée. Mais ce que j'oubliais en fait à chaque fois, c'est que j'avais changé mon sujet en novembre et que j'étais repartie de zéro en novembre, alors qu'en M1, j'avais déjà commencé mes recherches en août sous les conseils de mon directeur de mémoire. Donc forcément, si je démarre pas au même moment, forcément je vais pas être avancée. Je vais pas avoir les mêmes avancées que j'ai pu avoir l'année précédente, mais c'est vrai que c'était un élément que j'avais tendance à oublier et que ça me stressait beaucoup de pas être au même point de quand j'étais en M1. Donc voilà. Donc c'est vrai aussi qu'en fonction du sujet que tu vas choisir pour ton M2, ça peut être quand même déstabilisant par rapport à ton M1, où tu sais pas nécessairement où te situer, si tu es en train de faire quelque chose de bien ou pas, parce que ton M1, le sujet de ton M1 ne peut pas forcément être comparable avec ton sujet de M2, et du coup ça peut être un petit peu compliqué de se positionner sur la qualité de ton travail. Moi je sais que comme du coup j'avais fait une monographie en M1, et que là j'étais plutôt sur un mémoire thématique, c'était pas forcément les mêmes problématiques que je devais aborder et pas forcément non plus la même manière de fonctionner. C'est-à-dire que quand je faisais une monographie, c'était simple, je savais que je devais chercher des éléments sur cette personne, et même si ça a été assez sportif de trouver des informations sur Caruchet, j'avais un point d'ancrage quoi, alors que travailler sur la représentation de l'automobile, c'est quand même très vaste, et du coup avoir un point d'ancrage, ça peut être un petit peu compliqué, surtout que du coup ça te fait partir dans 36 milliards de directions. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a tendance quand même à un petit peu se comparer à ton année précédente, mais ce qui est normal, mais il faut aussi que tu te dises dans un coin de ta tête que parfois ça peut pas nécessairement être comparable, parce que t'as un autre sujet qui a d'autres problématiques et qui demande une façon de travailler qui est différente. Donc ça c'est ce que je me suis rendu compte plutôt vers la fin, parce qu'évidemment quand tu stresses, tu ne te poses pas comme ça à faire une vidéo en mode oui ça ne sert à rien de se comparer avec son M1. Bref, quand tu es dans la situation de stress, tu ne penses pas à ça, mais voilà, je te le dis pour te préparer. Et puis en soi, mon M2 c'était un peu tout, c'était extrêmement éprouvant au niveau psychologique et santé mentale comparé à l'année dernière, parce que le fait d'accumuler une deuxième année de recherche en pandémie, forcément c'est pas le fun, et de se dire que pendant tes 2 années de master t'auras jamais eu une année normale, c'est un peu étrange, et au niveau santé mentale ça a été un peu compliqué cette année. Ça va beaucoup mieux vu que j'ai rendu mon mémoire et que ce poids est parti, mais c'est vrai que ça a été quand même assez éprouvant, que j'ai été dans des états que j'avais jamais connus de ma vie scolaire et même de ma vie. Donc voilà, pense à te préserver aussi, hein, à faire des pauses, tout ça, ou à pas te flageller et à essayer quand t'es bloqué de faire des petits pas et pas forcément te mettre à bosser 5 heures d'affilée, mais à faire des petits pas pour essayer de te remettre dans le bain. Normalement cette année ça devrait quand même un petit peu mieux se passer pour les nouveaux M1 et M2, j'espère pour vous en tout cas, mais normalement ça devrait un peu mieux se passer pour vous, et vous devriez avoir quand même un calendrier à peu près normal, je l'espère. Donc voilà, globalement, c'est un peu ça mon bilan. J'ai pas grand chose à dire de plus parce qu'en soi, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport au M1 aussi. Donc de toute façon, je te mettrai les vidéos dans le petit i et tu peux tout retrouver dans la playlist conseils. Donc en soi, voilà pour ce bilan. J'ai pas grand chose à ajouter par rapport aux dernières années, enfin par rapport à la dernière année. Donc on se retrouve alors dans une prochaine vidéo. Salut!